Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. François de Rugy, le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron a été accueilli plutôt fraîchement par le candidat d'En Marche. Est-ce que c'est un boulet, ce soutien? Est-ce que c'est le baiser qui tue, comme le disent certains observateurs? Non, il l'a remercié d'ailleurs. Vous savez, maintenant les candidats et les uns et les autres sont sur des radios au même moment, donc quasiment en direct. Il a remercié Emmanuel Valls de son soutien. D'abord, il y a deux choses. Sur les personnes, chacun sait bien que Manuel Valls et Emmanuel Macron ne sont pas les meilleurs amis du monde. Donc, ce n'est pas une question de personne. Justement, Manuel Valls a fait primer, et moi je salue d'ailleurs ce choix, la question de fond. De quelles idées il se sent le plus proche? Est-ce que ce sont les idées soutenues, défendues par Emmanuel Macron, ou est-ce que ce sont les idées défendues par Benoît Hamon? Et il a répondu Emmanuel Macron. Quant au sens des responsabilités, qui a toujours été la marque de fabrique de Manuel Valls, qui est un homme d'État, eh bien là aussi il a dit ça me conduit à voter et à le dire. Qui aurait compris que quelqu'un qui a été Premier ministre, qui est député, qui entend le redevenir, ne choisissent pas pour l'élection présidentielle? Vous imaginez, il aurait dit non, moi je n'ai pas d'avis sur l'élection présidentielle. Il s'était engagé au contraire aux primaires. Et par ailleurs, qui aurait compris que Manuel Valls soit un soutien enthousiaste de Benoît Hamon, alors que Benoît Hamon n'a pas changé son projet depuis les primaires, a décidé de se tourner vers Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot, alors que tout le monde sait très bien que Manuel Valls, ce n'est pas son orientation. Après, pour Emmanuel Macron, c'est un soutien de plus. Et c'est toujours mieux d'avoir une capacité à rassembler plutôt que de se retrouver dans des situations, vous avez vu là, M. Hamon et M. Mélenchon qui en sont là, tu devrais te retirer, ah non, c'est toi, ah ben non. On va reparler de tout ça. On va y revenir. À l'instant, François Fillon dit « Je suis sûr de gagner cette élection présidentielle ». Est-ce que selon vous, tout est encore possible? C'est marrant, vous avez regardé le ciel quand la question a été posée? Non, mais je veux dire, c'est la méthode Coué. Emmanuel Macron, qui est dans les sondages, possiblement au deuxième tour, à égalité, un peu devant Marine Le Pen, ne dit jamais cela. Ne dit jamais ce genre de phrase. Alors, s'il y a des gens qui croient encore en politique, qu'il suffit d'affirmer quelque chose pour que ça se produise, ils sont bien faibles. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est convaincre. Mais cela étant dit, on n'a qu'un seul objectif, c'est de convaincre. Pour Fillon, franchement, le fait que Valls rejoigne Macron, c'est quand même un peu du pain béni, mine de rien. C'est ça que l'on constate. C'est la suite, on peut se dire, c'est la suite de la Hollandie. Écoutez, c'est pas, enfin, là où on pourrait dire ça, c'est si Emmanuel Macron avait dit « je nommerai Manuel Valls Premier ministre ». Vous voyez, il n'a jamais dit cela, ni même ministre. Après... D'ailleurs, Fillon dit ce matin, c'est Emmanuel Hollande. Ah oui, elle est bien bonne, et décidément, c'est un concours de blagues chez M. Fillon. Il essaye de se dérider lui-même parce qu'il doit être un peu triste. Enfin, écoutez, M. Fillon, il devrait surtout se poser la question de pourquoi un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, ne le soutient vraiment que du bout des lèvres et s'est contenté en gros de lui apporter son parrainage et s'arrête là. Et a fait une déclaration d'ailleurs très forte il y a quelques semaines en disant qu'il y avait une dérive de radicalisation à la fois de François Fillon et de quelques-uns de ses soutiens qui sont de moins en moins nombreux. Est-ce que vous avez lu, juste une chose, est-ce que vous avez lu l'interview de Valls qui sort dans l'Obs ce matin? Où Manuel Valls dit qu'il est prêt à travailler avec François Fillon si François Fillon est élu président de la République. Est-ce qu'on y comprend quelque chose à la fin? Écoutez, vous inviterez Manuel Valls. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls. Je suis plutôt le porte-parole d'Emmanuel Macron. Et moi, je travaille avec Emmanuel Macron et nous rassemblons assez largement. Mais est-ce que vous pourriez pouvoir gouverner la France si les Français le décident? Est-ce que vous pourriez être d'accord avec cette stratégie qui serait de travailler avec une éventuelle victoire de la droite? Sur un arc républicain, c'est ce qu'il appelle. Oui, un arc républicain, il faudrait déjà avoir en face de nous des gens qui ont un comportement républicain. Monsieur Juppé, par exemple, lui, il a un comportement républicain. François Fillon, oui, François Fillon, qui ne respecte même pas la justice, qui conteste même la police, l'action de la police, pour un homme de droite. Alors, on ne sait plus où on est. Mais pas une question. Est-ce que pour vous, quand vous observez le Parti socialiste aujourd'hui et la candidature de Benoît Hamon, il est à 10% dans les sondages à peu près, Benoît Hamon, vous vous dites le PS c'est fini? Moi, c'est pareil, je ne fais pas, vous savez, je ne suis pas un devin, ni encore moins un prophète. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est ce que je souhaite. Et ce pourquoi j'agis. Et j'agis et je souhaite une recomposition politique. C'est une des raisons pour lesquelles je soutiens Emmanuel Macron. Parce que je crois en effet que les partis politiques, comme le Parti socialiste ou les Républicains, qui ont structuré la vie politique française pendant plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui, ils n'expriment plus
les clivages réels, parce qu'il y a des clivages réels dans la société française. Le clivage entre l'ouverture et la fermeture, le clivage entre la régression, la tentation de toujours dire c'était mieux hier, on va revenir au bon vieux temps d'autrefois, et au contraire l'idée on se projette vers un avenir meilleur. Vous dites que c'est fini, le PS tel qu'il est aujourd'hui n'existera plus. Je pense que beaucoup de socialistes se posent la question, ou devraient se poser la question, en effet, de dire est-ce que c'est la discipline d'un parti où vous avez entre Gérard Filoche et Manuel Valls, vous voyez quoi, vous, comme point commun? Ils sont dans le même parti, ça a quoi comme sens? Vos anciens amis qui les rejoignent, la gauche plurielle. Mais je pense que Benoît Hamon, on ne le dit pas assez d'ailleurs, lui aussi il enclenche une forme de recomposition politique, qui est de la constitution d'une espèce de gauche rouge-verte. Et de fait, du coup, plutôt avec M. Mélenchon et Mme Duflot, par exemple. Donc ça, c'est un choix politique que je respecte, ce n'est pas le mien. Donc ça conduit sans doute le Parti socialiste, enfin les membres du Parti socialiste, notamment les élus, à choisir à un moment donné entre cette recomposition politique vous préférez et la celle d'Emmanuel recomposition Macron. d'Alain Madelin à Robert Hue? Moi, je préfère une recomposition politique qui, en effet, ne se situe pas vers la gauche radicale, la gauche qui ne cherche pas tellement à exercer les responsabilités, mais des progressistes. C'est ce que Emmanuel Macron dit depuis des mois, le rassemblement des progressistes. Bien, il peut y avoir des progressistes qui, à l'origine, étaient de droite. Attendez, juste une chose. Macron, on n'arrête pas de dire qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Macron... Renouvellement. Qui se retrouve avec il incarne le renouvellement. Qui se retrouve avec Robert Hue, Manuel Valls, etc. C'est où le neuf, là? Je ne comprends pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu un candidat aux élections dire ah non, mais moi, j'aimerais bien que les gens ne votent pas pour moi? Moi, j'ai toujours, en tant que candidat aux élections, moi, je suis toujours heureux de voir la nouveauté si tous les jours, il y a des gens qui annoncent qu'ils vont voter pour moi. Et donc, après, la nouveauté... vous-même, d'ailleurs, vous êtes dans la politique depuis longtemps. Oui, enfin, moi, je n'ai jamais exercé de responsabilité ministérielle ou nationale comme d'autres. Et par ailleurs, vous voyez bien qu'il y a deux approches. Il y a des personnalités qui sont plutôt un peu retirées de la vie politique, comme M. Delanoë, par exemple Bertrand Delanoë, d'autres que vous citiez. Et puis il y en a d'autres qui sont en train d'émerger. Et le choix d'Emmanuel Macron, c'est de faire émerger des nouvelles têtes avec le mouvement En Marche, puisqu'il a dit qu'il y aura 50% de candidats aux législatives qui ont déjà une expérience politique et 50% dont c'est le premier engagement. C'est François de Rugy, le député écologiste de Loire-Atlantique, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Vous soutenez évidemment Emmanuel Macron. Des candidats à la présidentielle sont devant les agriculteurs aujourd'hui à Brest. François de Rugy, que peut faire Emmanuel Macron alors qu'un tiers des agriculteurs sont séduits par le vote FN? Emmanuel Macron, il ira dire devant les agriculteurs de la FNSEA, puisque c'est à l'invitation d'un syndicat, le premier syndicat, ce qu'il dit aux Français, parce qu'il ne faut pas avoir deux langages, un langage pour une catégorie professionnelle, puis un langage pour les Français. Et il a, par exemple, affiché que dans le plan d'investissement, 50 milliards d'investissements sur les 5 prochaines années, s'il est élu, il y aura 5 milliards consacrés au fait que l'agriculture française puisse se moderniser, et notamment ce qu'on appelle la montée en gamme. C'est-à-dire plutôt que d'être dans la course aux produits low cost qui sont de mauvaise qualité et qui rendent les agriculteurs extrêmement fragiles sur les marchés européens et mondiaux, eh bien qu'on pousse la montée en gamme de l'agriculture française, la montée en qualité des produits plus sains qui correspondent aux demandes des consommateurs. Qu'est-ce qui est différent que la politique qui a été menée pendant 5 ans par Stéphane Le Foll, par exemple? Justement, la politique pendant 5 ans, il y a eu des choses de fait. Encore des aides, et des agriculteurs qui veulent juste travailler. C'est le message d'Emmanuel Macron, c'est de dire que c'est les prix qui doivent rémunérer les agriculteurs et non pas les subventions. Sur l'écologie, on n'a pas beaucoup entendu Emmanuel Macron. Par exemple, sur le nucléaire. Tendu l'oreille, alors. Peut-être, mais sur le nucléaire, par exemple, c'est pas avec lui que les centrales vont fermer. Ah, mais Emmanuel Macron, il a été très précis, y compris dans le débat télévisé du 20 mars. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est passé assez vite. Mais il y a des gens qui disent on a une très grande ambition écologique, comme Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais ils ne disent pas tellement comment ils vont y arriver. Ils ne disent pas quel est le chemin. Il y a quand même 2 autres candidats. Il faut que celles et ceux qui nous regardent le sachent bien avant de voter. Marine Le Pen, elle est la seule candidate à rejeter totalement l'accord sur le climat. Elle a voté contre la ratification de l'accord de Paris de lutte contre le dérèglement climatique en tant que députée européenne. Et puis François Fillon, il dit que la loi de transition énergétique qui a été votée il y a 2 ans, on la met à la poubelle. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution sous l'autorité de Jacques Chirac, on le met à la poubelle et on relance les OGM et les gaz de schiste. Donc il y a des vrais clivages. Et Emmanuel Macron, il dit clairement qu'on met en œuvre la loi de transition énergétique. Et donc ça veut dire une baisse notamment de la part du nucléaire et une hausse
très forte. Il dit aussi, nous croyons au nucléaire renouvelables. parce que le nucléaire est au cœur de notre stratégie industrielle. C'est lui qui le dit quand même. Équilibre, la loi de transition énergétique, c'est un équilibre 50-50 entre le nucléaire et les énergies renouvelables. François Fillon promet d'agir par ordonnance, notamment sur la question de l'emploi. Pour l'instant, dans le programme d'Emmanuel Macron, la principale urgence qui serait votée dès l'été, c'est sur l'éducation. Est-ce qu'il ne se trompe pas de priorité? Est-ce qu'il ne se trompe pas de programme, de calendrier? Non, l'une des principales priorités, que l'éducation soit c'est une l'emploi priorité ou c'est forte, l'éducation? ça me paraît extrêmement important, parce que la formation contribue à l'emploi aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais au-delà de ça, il a une priorité extrêmement forte sur l'économie et sur les entreprises, qui est la baisse. Il est l'un de ceux qui est le plus clair, sur la baisse des cotisations qui aujourd'hui pèsent très lourdement sur le travail, très lourdement sur les salaires. Pas avant l'automne dans les négociations. Mais parce que c'est le calendrier budgétaire. Mais je peux vous dire que quand moi je rencontre des entreprises, ils me disent le problème en France, c'est que le payer des salariés coûte plus cher que dans d'autres pays voisins, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Hollande, alors que les salariés, eux, sont payés moins cher. C'est-à-dire que le salaire net est plus faible. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer pour à la fois baisser le coût du travail et relancer l'emploi ainsi, et en même temps améliorer, augmenter le salaire net. Dites-moi, François de Rugy, on parle des salariés. Les retraités manifestent aujourd'hui partout en France pour leur pouvoir d'achat. Emmanuel Macron veut, si on a bien compris, ponctionner ceux qui ont des retraites confortables, on va dire. Quand même, s'attaquer aux retraités qui ont des bonnes retraites, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique? Mais je ne sais pas où est-ce que vous avez vu cela. Dans le programme. Non. Ce que je peux dire, c'est que justement, on préserve et on garantit les pensions de retraite. Et notamment, évidemment, les petites retraites. Mais plus largement, Emmanuel Macron l'a dit clairement sur les réformes, parce qu'il y a des réformes à mener en matière de retraite, qu'on ne toucherait pas aux pensions de retraite. Et à celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités, le mode de calcul de leur retraite ne serait pas modifié. Donc c'est un message vraiment de confiance et de sécurité pour celles et ceux qui sont retraités.